Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel événement ADTEM en partenariat avec l'EDEC Alumni. Aujourd'hui, on va parler de marketing responsable, mais on va aussi parler de carrière, d'opportunités, de nouvelles compétences. Et puis, on va aussi parler d'un certain nombre d'aventures de marketeurs qui ont eu envie de trouver plus de sens dans leur métier. Alors, on voulait démarrer cette conférence en ligne par une petite introduction. Et donc, je vais laisser Stéphane Alcaraz, qui est le coprésident du club Jeunes Professionnels de l'ADTEM, vous présenter l'ADTEM et vous dire quelques mots sur son club. Stéphane, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Olivier. Donc, pour expliquer l'histoire de cet événement, on avait commencé à échanger avec Olivier lors du premier confinement pour justement faire un événement entre nous deux clubs, puisque Olivier vous l'expliquera. Olivier et son équipe sont actifs au sein du club marketing responsable. Donc l'ADTEM, c'est 900 membres, plus d'une vingtaine de clubs à la fois sectoriels comme la banque, le luxe et métiers, comme la relation client, le B2B, et également des clubs en région. Et donc on organise régulièrement des webinaires, conférences, after work, et on espère en 2021 pouvoir, dès que possible, faire des événements en live. Donc au niveau du club Jeune Pro, donc on est trois. Donc Tahani qui travaille chez EFIA, donc c'est un groupe de parking qui est une filiale d'SNCF, et Michael qui travaille chez le prestataire Oxatis. Et le club Jeune Pro, donc le club Jeune Pro est pro jeune d'esprit. Donc nous on souhaite être ouvert à tout, j'ai envie de dire, à toutes les générations, puisque on est sur des sujets à la fois RH et également des sujets transverses du marketing. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein. Donc la génération de lead avec Mythic, le marketing humain avec LVMH, la communication avec Michel Augustin. Donc on est vraiment sur des sujets du marketing et de la communication très très large, avec sur la partie gestion de carrière, RH, plus un focus sur les jeunes pros. Et donc, au niveau de nos prochains événements, on est en train de travailler sur un événement autour du nudge marketing, et également un nouvel événement autour du marketing du vin. Voilà, Olivier, je te laisse présenter votre club. Oui, moi je voulais dire qu'on voulait être partenaire de la conférence sur le marketing du vin, au cas où c'était pas déjà clair. Ouais. Côté club marketing responsable, donc nous on a aussi une petite équipe. On a la joie ce soir d'avoir Alexandra qui prendra la parole dans quelques instants. Linda et Coralie font aussi partie du noyau dur de ce club. Notre idée, c'est vraiment d'aider les sujets de responsabilité à prendre leur juste place dans les réflexions des marketeurs, mais aussi dans la stratégie d'offre, hein, voire dans le business model des organisations. Et donc, on fait évoluer nos thématiques en fonction des centres d'intérêt des gens qui nous rejoignent. Donc, on a des gens qui sont engagés dans la longue durée, et puis on peut avoir parfois des chefs de projet qui sont passionnés par une thématique et qui ont envie de la porter. Ça vous donnera peut-être l'envie de le faire à la fin de cette conférence. Alors, on va enchaîner tout de suite sur notre programme. Donc, c'est intéressant. À l'ADTEM, on aime bien croiser les clubs. Et donc, quand le club Jeune Pro rencontre le club marketing responsable, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner déjà un partage sur la question de l'opportunité que représente ce nouveau marketing, que représente la RSE pour les marketeurs que vous êtes. Est-ce qu'on parle de nouvelles compétences? Est-ce qu'il existe de nouvelles opportunités professionnelles pour nous en lien avec le marketing responsable? Donc, on aura une première partie, c'est un passage obligé dans nos conférences à des thèmes qu'on appelle l'éclairage. Et donc, Caroline et Alexandra vous donneront leur regard expert sur ce sujet. L'une en tant que chasseur de tête dans le monde de la RSE et donc notamment sur ces métiers de marketing responsable. Et puis Alexandra posera quelques repères sur le marketing responsable pour nous dans la seconde partie.
Ensuite, on passera à ce qu'on appelle le partage. Alors parfois, on a un témoin. Là, on a la chance d'avoir 3 personnes qui ont des parcours assez différents. En tout cas, nous, on a découvert leur parcours en préparant cette soirée. On a trouvé ça assez génial de pouvoir mailler les expériences. Et donc, on aura Hélène, Céline et Olivier qui partageront leurs réflexions, leurs questions parfois, et puis les décisions qu'ils ont prises pour essayer d'avancer dans la voie du sens et d'un marketing responsable au quotidien. Et puis, on prendra le temps à la fin d'un échange avec vous. On essaiera aussi de prendre vos questions au fil de l'eau. Et donc, je vous invite à découvrir à la droite de votre écran, vous avez une petite fonction qui s'appelle questions. Ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions, de les écrire au fil de l'eau dans cette partie-là, plutôt que dans le chat, s'il vous plaît. Et si vous voulez poser une question plus particulièrement à l'un des intervenants, mettez son prénom entre parenthèses au début de votre question. Voilà, on a une personne que vous ne voyez pas à l'écran parce qu'elle est dans une autre salle qui s'appelle Sarah, qui va nous aider à prendre vos questions et à essayer d'un peu les organiser pour qu'on tienne dans l'horaire. Voilà. Alors, avant de rentrer dans la partie éclairage, on avait envie d'être sûr que vous étiez bien connectés et actifs ce soir. Donc, on va vous proposer un petit quiz en 3 temps. Et si tout va bien, je croise les doigts puisque c'est la première fois qu'on le fait, avec l'aide de Corentin de l'ADTEM d'ailleurs, que je remercie, qui est dans les coulisses lui aussi, mais qui nous aide ce soir. On voulait vous poser 3 questions. Alors, la première question, d'où venez-vous? Donc, si vous allez dans l'interface de questionnaire qui vous est proposée, on aimerait vous demander de répondre à cette question. Tu vas mettre à l'écran, Corentin, le résultat ou pas? Là? Oui, ok. Sinon, il faut qu'on ait le retour d'écran de ce PC-là. On ne le voit pas. Ok. Ah, c'est mieux. Ah, super. Et ils répondent déjà aux 3 questions. Ah bah c'est super. Donc, en fait, les 3 questions ont été affichées en même temps. Donc, d'où venez-vous? C'était la première question. On voit qu'on est à peu près à l'égalité entre les EDEC alumni et les adhérents à ADTEM. Donc, on est très content parce que souvent, les représentants d'EDEC alumni sont moins nombreux. J'imagine que c'est aussi parce qu'on est sur un sujet carrière qui doit intéresser une partie des jeunes alumni ou des étudiants EDEC. En tout cas, bienvenue aux EDEC. Ce que j'ai pas dit, et d'ailleurs j'en profite, c'est que moi, je suis aussi un ancien EDEC et j'ai fait partie des gens qui ont créé le club qui s'appelle la Tribu Développement en 2002. Voilà, qui est partenaire d'ailleurs de notre événement ce soir. Ensuite, est-ce que vous êtes dans une direction marketing? Non, en majorité, puisque vous êtes plus de 70% à ne pas y être. Alors, on imagine que soit vous êtes dans des fonctions connexes aujourd'hui, soit votre objectif dans la vie, c'est d'être dans une position marketing demain. Et en tout cas, voilà, on va être assez centré sur ce profil-là dans nos échanges de ce soir. Et puis, évidemment, il y a tous les fans des événements du club marketing responsable qui sont là aussi et qui ne sont pas toujours dans des fonctions marketing. Troisième information, est-ce que vous sauriez expliquer ce qu'est le marketing responsable? Oui, facilement, 38%, partiellement, j'ai une vague idée, presque 60%, et non pas du tout, 2%. Donc, c'est surtout pour la tranche du milieu que Alexandra nous apportera quelques éléments de réponse et pour qu'on ait un vocabulaire commun. Ok, bon ben donc on voit à peu près qui est avec nous. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Et on va passer immédiatement à la première partie de notre soirée, l'éclairage. Et je vais me tourner d'abord vers Caroline. Donc Caroline, tu es la fondatrice du cabinet Burdeo. Burdeo, c'est le cabinet de référence en France et en Europe pour trouver les talents dans les métiers du développement durable, de la RSE et plus globalement de ce qu'on appelle les métiers à impact. Oui. Tu es aussi l'auteur d'un ouvrage à succès dont on a mis la couverture sur la gauche. Merci. Voilà, ce qu'on voulait te demander, Caroline, c'est finalement
cette thématique du marketing responsable, quelle réalité elle a sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce qui est recherché par les entreprises qui s'adressent à toi? Est-ce qu'il y a des compétences particulières? Et puis, est-ce que tu aurais des conseils aux gens qui assistent à notre événement, qu'ils soient en poste ou que ce soit des gens qui sont en transition ou en recherche, pour essayer voilà, de trouver leur voie dans cette direction? Ok. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis vraiment ravie d'être ici et de pouvoir parler à des gens qui non seulement s'intéressent au marketing, mais également à tout ce qui est RSE, marketing responsable. Et Alexandra nous parlera des thèmes tout à l'heure. Parce que ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une fonction qui est clé dans la transformation aujourd'hui de nos entreprises et donc du monde qui nous entoure. Les premières fonctions liées à la RSE, elles ont démarré il y a environ une quinzaine d'années. Elles étaient très liées soit pour rendre des comptes, pour faire de la communication, ou alors pour faire du réglementaire, pour faire de la gestion des risques, comme les achats responsables, par exemple. Et puis, petit à petit, on a vu les choses évoluer, se déplacer. Et maintenant, et surtout depuis 2019-2020, on voit vraiment que on est dans la création de valeur ajoutée. Et là, pour le coup, les marketeurs ont vraiment un rôle très important à jouer. Il y a deux éléments que je voudrais dire aussi pour les gens qui souhaitent faire carrière dans ces métiers. Le premier, c'est que autant il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a même encore 7-8 ans, quand on voulait faire de la RSE ou donner du sens en tout cas à son travail via une entreprise, c'était vraiment des pionniers. C'était des gens qui étaient prêts aussi à faire une carrière un peu moins belle, entre guillemets, au sens entreprise du terme, qui étaient prêts aussi à faire de gros efforts sur leur salaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les candidats sont beaucoup plus exigeants et puis surtout, il y a beaucoup plus d'opportunités qui peuvent mener vers des carrières intéressantes. Par exemple, la directrice générale aujourd'hui de H&M, c'est une personne qui a démarré sa carrière en marketing, qui est passée par une direction développement durable et qui aujourd'hui est CEO du groupe H&M. Après, dans tes questions, Olivier, il y avait aussi quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'il faut développer pour faire ces métiers. Alors moi, ce que j'ai pu constater depuis 10 ans, c'est qu'il y a un socle commun. Donc ça rassemble, ça va rassembler tous les métiers. Il faut certes avoir des valeurs, mais comme je dis parfois, il suffit pas de manger bio et de faire du vélo pour être capable de donner du sens. C'est vraiment c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont exigeants parce que à la fois on veut de la rentabilité et en même temps on veut créer de la valeur sociale et environnementale. Donc il faut avoir la bonne posture, être vraiment capable de démontrer la valeur ajoutée qu'on va apporter. Il faut avoir une excellente culture générale de la RSE, savoir ce que c'est que les ODD, comprendre les interactions. Il faut être capable de développer son réseau parce que on va beaucoup plus vite quand on a un réseau sur le sujet. Développer ce qu'on appelle son leadership d'influence, savoir conduire le changement. Et puis il y a des soft skills qu'on va retrouver aussi. Il faut de l'audace, de la ténacité, du courage, parce que quand vous commencez à proposer quelque chose, en général, on vous dit non. Et puis, il faut beaucoup d'humilité, parce que on peut énormément se tromper, parce que c'est complexe, et puis parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul, il faut être capable d'embarquer tout le monde. Après, si on veut parler plus spécifiquement du marketing, je pense que la première chose, c'est qu'il faut avoir une solide formation en marketing. On s'improvise pas marketeur. Il suffit pas d'avoir une culture générale RSE. Et puis après, il faut développer une culture générale sur plein de sujets connexes comme l'économie circulaire, le packaging, l'ACV, donc c'est l'analyse de cycle de vie, la gestion des échecs. Il faut avoir une idée aussi des différents business models possibles, comme l'économie de fonctionnalité, par exemple. Enfin voilà, pour terminer, puis je laisserai la parole à Alexandra.
Je pense qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie des fonctions pour lesquelles il y a énormément d'opportunités, énormément de choses à faire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'exigences derrière. Merci beaucoup, Caroline. Un des points que tu as mentionné et qui est très important, et on le voit vraiment dans le club marketing responsable à l'ADTEM ou dans les gens qui gagnent des prix au prix marketing responsable que l'ADTEM remet chaque année, c'est le passage d'une époque où le marketing responsable était résumé à valoriser, à faire de la communication. Oui. Et là, on est vraiment rentré dans le fait de réinventer les offres et parfois jusqu'au modèle économique dont tu parlais. Donc, on est vraiment dans l'intégralité, le 360 des facettes de ce que peut recouvrir le marketing. Et c'est ça qui rend le sujet si passionnant. Alors, merci beaucoup. Merci. On a proposé à Alexandra, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous dans le club marketing responsable, dans un délai un peu court, et on s'en excuse encore, Alexandra, voilà, de nous donner quelques repères sur ta lecture de cette nouvelle approche du marketing et peut-être partager quelques mots-clés ou quelques schémas qui nous aident à bien comprendre là où on se situe. Alexandra, c'est à toi. Bienvenue. Merci beaucoup, Olivier. Alors, effectivement, je vais essayer de vous expliquer l'alpha et l'oméga du marketing responsable en 10 minutes. Normalement, au bout de 10 minutes, vous saurez tout et, et tout sera très clair pour vous. Enfin, je l'espère en tout cas. Alors moi, en fait, moi, j'ai travaillé comme certains d'entre vous, sans doute, dans le marketing pendant une quinzaine d'années. Je travaillais dans des métiers, dans l'opérationnel, puis dans le conseil, où j'aidais mes clients à identifier des insights consommateurs, à bâtir leur plateforme de marque. Je pense que toutes ces choses-là vous sont assez familières. Et puis après, sans doute comme la plupart d'entre vous, je m'interrogeais aussi sur la manière d'intégrer un peu plus de durabilité dans le marketing. Et puis du coup, moi, j'ai switché un peu radicalement et j'ai commencé à travailler dans la RSE parce que j'avais vraiment besoin de comprendre en fait la réalité des enjeux de durabilité auxquels les marques doivent faire face aujourd'hui. Et parce qu'en fait, si vous voulez, pour vraiment comprendre la différence entre le marketing classique et le marketing responsable, finalement, c'est bien ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour ancrer cette nouvelle brique, cette brique de durabilité de façon profonde et authentique dans le schéma du marketing. En répondant finalement aux besoins de la planète et aux besoins de la société, qui sont parfois en ligne avec les besoins des consommateurs, mais parfois qui s'opposent à ces besoins et à ces attentes exprimées et qui clairement les dépassent. Et tout ça, c'est vraiment des nouveaux enjeux à adresser pour le marketing. Moi, ce que je voudrais vous montrer en quelques points pendant ces quelques minutes, c'est vraiment l'impact profond que ce changement de paradigme va avoir sur la mission du marketing et puis du coup sur le rôle et puis aussi sur la posture du responsable marketing dans l'entreprise et dans la société. Du coup, intégrer la durabilité, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire prendre ses responsabilités. Les responsabilités de la marque sur le climat, sur le bien-être animal, sur les travailleurs qui fabriquent les produits dans les usines, parfois à l'autre bout du monde. Et ça, prendre ses responsabilités, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour le marketing. Alors concrètement, ça va impliquer quoi dans la posture du marketeur? Caroline le disait aussi, ça nécessite de s'ouvrir et puis ça nécessite une certaine agilité pour se rapprocher d'autres équipes et pour savoir rentrer en discussion, en conversation avec des équipes à l'intérieur de l'organisation avec lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. En premier lieu, ça va être clairement la direction RSE pour comprendre les enjeux matériels, c'est-à-dire les enjeux importants de l'entreprise. Il ne s'agit pas juste de surfer sur des vagues à la mode, du MeToo à Black Lives Matter, mais c'est vraiment important de comprendre les vrais enjeux de l'entreprise pour ensuite pouvoir les adapter à sa marque. Ça va aussi se rapprocher de certaines fonctions comme les achats pour travailler notamment sur des approvisionnements responsables. Là, je vous ai mis l'exemple de Le Sieur il y a quelques années qui a développé d'abord sur un produit, d'abord sur sa marque Fleur de Colza, un approvisionnement responsable de colza. Et puis, au fur et à mesure, petit à petit, parce que c'est un travail qui demande du temps et qui demande de se déployer au fur et à mesure dans l'entreprise, petit à petit, les études marketing, les responsables marketing en collaboration avec les achats ont pu monter en ambition. Et puis là, en février, Le Sieur a annoncé qu'il voulait passer 100% de toute leur gamme en bio.
Ça va être aussi pour le responsable marketing de se rapprocher de la R&D, ce qui fait peut-être de façon un peu plus classique. Mais là, on le voit avec l'exemple d'Adidas, qui est en cours de développement de sa basket Loop, qui est recyclable à l'infini dans une démarche de circularité. C'est une basket qui devrait être lancée en 2021. Et on voit comment le fait que le marketing travaille avec la R&D va permettre d'innover et de trouver des solutions responsables, plus responsables pour répondre aux enjeux. Ça va impliquer aussi de s'ouvrir plus largement, et Caroline le disait, à des nouvelles compétences, des compétences potentiellement plus techniques, pour apprendre pour comprendre les vrais impacts de son produit et de ses services, en se formant par exemple à l'éco-conception. Alors, intégrer la durabilité, du coup, ça veut dire aussi créer de la valeur. Alors ça, je pense que les responsables marketing sont plus à l'aise avec cette notion de création de valeur qu'avec l'idée de prendre ses responsabilités. Mais là, il s'agit vraiment de créer une valeur. Il s'agit de créer une valeur partagée. Alors partagée en premier lieu, bien sûr, par le consommateur. C'est normal. On s'adresse d'abord au consommateur. Mais si je prends l'exemple de l'agroalimentaire, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que pendant un certain nombre d'années, il y a eu une problématique certaines dérives du secteur qui ont fait que l'agroalimentaire s'est finalement éloigné des vrais besoins de ses consommateurs. Et on le voit aujourd'hui avec un certain nombre d'entreprises. Alors, je vais pas citer Danone parce que oui, Danone aujourd'hui a peut-être des problématiques, mais Danone s'engage vraiment sur la santé de ses consommateurs. Fleury Michon aussi a redéfini sa mission, qui est d'aider les hommes à manger mieux chaque jour. Donc, il y a vraiment cet engagement avec un travail progressif pour faire évoluer les gammes sur le bio, sur l'absence de conservateurs, zéro nitrite, la simplification des recettes, l'inscription du Nutri-Score, pour vraiment permettre aux consommateurs éclairés de manger mieux et de mieux préserver sa santé. Mais créer de la valeur, c'est de la valeur partagée aussi pour tout l'écosystème. Ça, c'est un peu plus nouveau pour le marketeur, et on retrouve encore cette idée d'ouverture, à s'ouvrir à plus large que juste le consommateur. On le voit avec, je vous ai mis l'exemple du slip français qui travaille à dynamiser les territoires avec sa production locale. Je vous ai mis aussi l'exemple de Lu avec sa charte Lu Harmonie qui promeut la culture du blé plus respectueuse de l'environnement et qui vise aussi à restaurer la biodiversité, donc avec des bénéfices aussi pour d'autres parties prenantes qui sont les abeilles aussi. Et puis au final, tout ça, ça va aussi créer de la valeur supplémentaire pour le consommateur, parce que dans son achat, ça va lui apporter un bénéfice complémentaire de sens. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une attente fondamentale, c'est une attente très forte du consommateur vis-à-vis des marques. Alors tout ça, ça va entraîner aussi un changement radical dans la relation que le consommateur, que la marque va entretenir avec le citoyen consommateur. Il s'agit plus seulement aujourd'hui de séduire avec la communication, mais plutôt de rechercher un consentement éclairé. Et quand on parle de consentement éclairé, l'idée, c'est vraiment de l'informer. Ça va être de l'informer sur les différentes étapes de la démarche, voire de rappeler ses limites, et de faire preuve, comme tu le disais tout à l'heure, Caroline, d'humilité, c'est-à-dire communiquer aussi sur ce qu'on ne fait pas encore, communiquer sur sa démarche en cours, en montrant qu'on n'a pas encore atteint le summum et qu'on n'est pas arrivé au bout de la course. Ça va être aussi travailler pour faire évoluer les modes de consommation. Donc, on n'encourage plus les pratiques non soutenables de saison comme le Black Friday, par exemple, en ce moment, qui va bientôt avoir lieu, sans doute. Et l'idée, c'est d'accompagner vraiment le consommateur vers des modes de consommation plus responsables. Je vous ai mis l'exemple d'Eram qui a lancé il y a très peu de temps un corner seconde main dans ses boutiques pour inviter les consommateurs, s'ils le souhaitaient, à revendre des chaussures de toute marque et en tirer des bénéfices.
ou Decathlon Rent qui propose la location de vélos. Et puis au final, encore une fois, on retrouve cette idée d'ouverture. L'idée, ça va être vraiment d'engager le consommateur dans la transformation, donc de s'ouvrir aussi à lui, même dans la construction même de son offre. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est sans doute la marque du consommateur avec C'est qui le patron, qui va intégrer le consommateur au cœur même de l'offre. Donc là, pour terminer, simplement pour résumer en quelques mots les nouvelles compétences, je pense, du marketeur, c'est vraiment pour compléter ce que disait Caroline, l'humilité, la persévérance, mais aussi l'ouverture. Cette ouverture à la fois en interne et en externe à tout son écosystème. Et puis cette ouverture, ces antennes dressées sur toutes les tendances, l'éveil réglementaire, mais aussi les nouveaux enjeux de durabilité, les nouveaux enjeux environnementaux, sociaux auxquels est confrontée la marque aujourd'hui et demain. Voilà en quelques mots. Je suis désolée, j'ai essayé de faire vite. C'est parfait. J'ai essayé d'être synthétique. Merci beaucoup, Alexandra. Avant de laisser la place à vos questions, je voulais juste faire une petite remarque. On a la joie d'accompagner chez les Enjeux des Hommes pas mal de marketeurs. Souvent, il y a une question du wording. C'est-à-dire qu'il y a plein de concepts, le marketing citoyen, positif. Et en fait, au niveau de la DTM, on vient d'avoir une réflexion vraiment de fond par rapport à ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas la marque quelque chose, c'est le marketeur. C'est-à-dire, c'est la personne qui, quelque part, va piloter tout seul, mais le plus souvent avec une équipe, avec des partenaires, les décisions qui vont s'incarner dans la marque. En fait, la marque responsable, ça n'existe pas. C'est les marketeurs qui sont aux commandes de ces marques qui doivent être responsables. Et je trouve que c'est important aussi de se rappeler ça pour pas s'enfermer dans les concepts. Et donc, c'est pour ça qu'on est ravis d'être aussi nombreux ce soir à réfléchir là-dessus. Alors, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez peut-être posé un certain nombre de questions dans l'interface de questions. Et donc, je vais proposer à Sarah, qui est notre responsable de l'agrégation de vos questions, de prendre des questions. Je vais juste évacuer une question qui a été posée tôt par l'un d'entre vous sur la formation. Ou alors si, peut-être Caroline, tu peux y répondre. Mais en tout cas, sachez qu'on reviendra sur ce sujet en fin de réunion. Voilà, Sarah, on te propose de nous amener les questions un peu dans le sens qui te paraît adapté. On va juste être gardien du temps par rapport à cette première salve de questions pour vraiment avoir le temps de laisser parler nos témoins dans la seconde partie. Très bien. Donc, une première question pour Alexandra, du coup, puisqu'on va laisser, il y a une question en effet sur les conseils de formation, mais on les laissera pour la fin de la conférence. Première question pour Alexandra, pouvez-vous donner des exemples dans d'autres secteurs que l'agroalimentaire et la mode, comme les services ou le B2B? Oui. Oui. Alors, si on parle d'Orange, on peut considérer qu'Orange, ça va être potentiellement des services, nouvelles techno. Orange est très, très engagé dans la RSE. Je ne sais pas si vous avez vu des affiches d'Orange qui incitaient à rapporter son téléphone pour le faire recycler. Voilà, vous avez ces exemples-là. Dans d'autres secteurs, alors j'ai en tête une marque B2B, je ne me souviens plus du nom, qui était engagée dans l'économie circulaire, qui proposait à ses clients en fait d'installer des panneaux de laine de verre, des panneaux d'isolation, et c'était tout un package qui proposait ensuite la réutilisation, la récupération de ces panneaux en fin de vie pour ensuite les recycler. Après, il y a des milliers d'exemples dans plein de domaines, mais le B2B, bien sûr, est également concerné. Juste peut-être en rebond par rapport à la remarque, à la réponse d'Alexandra, on travaille, nous, pas mal dans le monde de la chimie, par exemple, ou dans les cosmétiques, dans les entreprises qui sont en amont des marques qui vont ensuite porter les produits. Il y a pas mal de sous-traitance dans ces métiers, c'est pas toujours connu. Et donc, voilà, même si vous êtes chez un gros chimiste, la notion de responsabilité, elle est importante, pas que dans les process industriels, pas que dans la sécurité des personnes, elle est aussi dans l'offre et parfois même dans le modèle économique. Et la réflexion qui a lieu en ce moment dans le B2B, c'est comment je peux aller chercher les attentes, les nouveaux comportements des consommateurs finaux
Et donc, nous, on aide beaucoup de ces marketeurs à aller chercher le to-C dans le B2B2C et de ne pas rester derrière l'écran de leurs intermédiaires commerciaux. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, pour vous donner un autre exemple, dans l'informatique, en ce moment, vous avez tout un tas d'entreprises qui essayent de renouveler vos parcs informatiques, mais on est plutôt dans un modèle d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que plus vite vous changez et mieux c'est. Et il n'y a pas du tout de responsabilité dans ce domaine-là, même si ça s'appelle de la location. Et donc, on travaille aussi avec des entreprises qui veulent vraiment intégrer le modèle de l'économie de fonctionnalité dans ce monde-là. Et donc, c'est une révolution, hein, parce que le but, c'est pas de faire en sorte que les PC ou les softwares soient changés à vitesse accélérée pour vous en proposer d'autres. Il y a une vraie réflexion sur cette notion de fonctionnalité qui est assez intéressante. Donc, en tout cas, ceux d'entre vous qui travaillent dans les entreprises B2B, ne vous sentez pas orphelin. Il y a des énormes chantiers à aller ouvrir, y compris en dehors du food et du textile. Donc, merci d'avoir posé la question. Peut-être une autre question, Sarah? Oui, une autre question qui est plus générale, mais qui est le marketeur doit-il travailler avec les responsables RSE? Donc, je pense qu'Alexandra avait déjà commencé à en parler, mais peut-être développer davantage pour répondre à cette personne. Oui, tout à fait. Travailler avec les responsables RSE, c'est un peu la première brique pour commencer à travailler sur la stratégie. Parce que ce qui est important, c'est que le responsable marketing, il part pas, comme je disais, hein, il y a les attentes des consommateurs et puis il y a les enjeux de durabilité, les enjeux, j'allais dire, plus objectifs, les vrais enjeux importants de l'entreprise. Et si un marketeur veut vraiment faire un marketing responsable, un marketing qui soit inscrit dans la durée et qui touche les enjeux importants de l'entreprise, il est vraiment indispensable qu'il se rapproche du responsable RSE et qu'il comprenne la démarche, la stratégie RSE de l'entreprise. Sur quels grands sujets, sur quels grands enjeux l'entreprise se positionne. Pour ensuite choisir, sélectionner ceux qui vont être pertinents plus spécifiquement pour sa marque. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on continue notre découverte ce soir. Et donc, on va inviter sur la scène, comme on dit, nos trois témoins, que je remercie encore. Alors, on s'était noté en transition quelques questions. Ça va pas forcément structurer les présentations, mais on trouvait intéressant de les poser là. En tout cas, on se les était posées en préparation de la soirée. Donc, premièrement, est-ce que les marketeurs en poste sont sensibles à ces notions? Évidemment, Caroline aurait pu nous répondre, mais on trouve que les témoins qui étaient dans les entreprises, dans ces postes, pourront aussi nous donner leur éclairage. Est-ce qu'ils sont compétents pour les traiter? Ça nous permettra de répondre de manière encore plus efficace à la question sur la formation tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez vu changer dans la fonction en lien avec la RSE? Surtout que certains d'entre vous ont pas mal de recul par rapport à ça. Et puis, voilà, une vraie question de si en tant que marketeur ou en tant que marketeur aux commandes de ma marque, puisque j'imagine que certains d'entre vous ont la chance d'être dans cette position autour de l'écran. Est-ce que forcément on est obligé de devenir CSR native, c'est-à-dire qu'on doit quitter son entreprise pour aller rentrer dans une entreprise qui est à fond dans la RSE et dont c'est l'ADN, ou est-ce que pas? Et en gros, que reste-t-il aux grandes? Est-ce qu'il y a il y a des vraies belles aventures à vivre dans les prochains mois et les prochaines années dans ces entreprises qui sont pas forcément tombées dans le marketing responsable quand elles étaient petites? Et puis, voilà, est-ce que les trois dimensions du marketing, de ce nouveau marketing dont Alexandra nous parlait, c'est possible de les intégrer, ou est-ce que c'est un peu naïf de penser cela? Voilà quelques questions un peu pour inspirer les présentations qui vont être faites par nos trois témoins. Et donc, je remercie Hélène Wirman, Céline Augusto et Olivier Floch. Donc, vous allez voir qu'ils ont des expériences assez différentes en entreprise, dans des entreprises de taille différente, dans des entreprises de secteurs différents, et que la manière dont ils ont vécu les choses et la manière dont ils le vivent aujourd'hui est assez complémentaire. En tout cas, on a trouvé passionnant de les réunir pour vous ce soir. Et donc, je vous propose de démarrer avec Hélène. Voilà, Hélène, tu as eu la chance, comme je le disais, de travailler pour des entreprises de secteurs différents, de maturité a priori différentes aussi et de tailles différentes. Voilà. Comment est-ce que cette expérience assez riche, finalement, comment tu l'as vécue?
Et puis peut-être juste après, tu pourras nous dire ce changement dans le marketing que toi, tu as pu observer. Bonsoir à tous. Donc en effet, moi j'ai travaillé en marketing pendant près de 17 ans. J'ai passé 10 ans chez Unilever où j'ai fait pas mal de marketing stratégique, innovation, mais aussi un peu de marketing opérationnel en France sur des marques beauté comme Dove, Sunsilk, mais aussi des marques alimentaires comme Knorr et Amora. Donc voilà, Unilever, c'était une bonne école de marketing, surtout pour tout ce qui était plateforme de marque, innovation et compréhension des consommateurs. Et suite à ça, j'ai rejoint une petite PME, donc la filiale française d'un groupe de cosmétiques japonais où j'étais directrice marketing et j'avais la possibilité d'avoir plusieurs circuits de distribution pour la marque dont je m'occupais. Et suite à ça, j'ai continué mon chemin vers un petit peu plus de sélectif puisque j'avais envie de travailler pour une marque pour laquelle la création était un peu plus centrale. Et j'ai rejoint une maison de mode française. Donc la marque RS, qui fait des maillots de bain et de la lingerie de luxe pour femmes. Et là, en tant que directrice marketing et communication, et je m'occupais de choses autour de l'offre, comme la structuration des collections, passant par la relation client et tout ce qui était autour de la marque, de l'image et de la communication. Donc moi, je n'ai pas travaillé dans des entreprises particulièrement, qui avaient particulièrement orienté développement durable. Elles avaient un modèle économique assez classique, même si Unilever a fait un grand chemin depuis. Et Olivier nous en parlera certainement après. Mais j'ai quand même pu travailler sur quelques sujets qui étaient un peu plus autour de la durabilité, notamment le lancement d'une première gamme bio pour Amora, projet un petit peu complexe, mais vraiment très intéressant. C'était assez niche à l'époque. Et puis, il y a combien de temps? C'était en 2010, je crois, 2009-2010. Et donc, voilà, mais c'était très bien. Et ensuite, plus récemment, chez RS, je me suis occupée de lancer le projet RSE, alors d'une manière très simple et très pragmatique. L'idée, c'était surtout d'avancer sur des sujets avec une petite équipe de personnes qui étaient volontaires, mobilisées, qui faisaient ça en plus, donc avec une belle énergie qui venait des équipes. Et parmi les sujets dont on s'occupait, il y avait le packaging qui était géré par mon équipe, le packaging pour les clients. Le packaging dans le luxe, c'est un écrin, c'est un vecteur d'image, de qualité, et ça contribue beaucoup à la valeur perçue. Et quand on est une petite marque avec pas d'expert packaging, on doit quand même. Il y a deux limites, deux difficultés, c'est qu'on doit quand même beaucoup s'appuyer sur les fournisseurs qui n'ont pas toujours d'alternatives qui permettent d'avoir le même résultat, en tout cas visuellement. Et puis aussi, on se compare toujours, on compare à une référence, il y a des codes du luxe à respecter et aussi des habitudes, je crois, qui font que voilà, il faut faire. On est obligé à un moment de faire des compromis, mais en tout cas, quand on veut s'engager vers un peu plus de durabilité, on est content de le faire, même si on n'arrive pas toujours à cocher toutes les cases. Voilà. Et en fait, moi, pour revenir un peu à mon parcours, ça faisait un moment que j'avais une prise de conscience. Je pense que les enfants, c'est un bon accélérateur pour beaucoup de personnes. Donc, j'avais envie de faire des changements dans ma vie. J'avais commencé à faire des changements dans ma vie personnelle, mais je voulais aussi que ce soit plus le cas dans ma vie professionnelle. Et je travaillais dans la mode, qui est le deuxième secteur le plus polluant, même si c'était une petite marque qui privilégiait la qualité. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis plutôt du côté du problème ou de la solution? Qu'est-ce que je peux faire pour changer un petit peu les choses? Il y avait aussi pas mal de marques inspirantes, mais qui étaient souvent des marques engagées et qui avaient construit leur modèle économique vraiment autour de ça. C'est ça. Donc, et en fait, voilà, moi, j'étais en train de voir aussi même des pratiques marketing qui peut-être me convenaient plus trop. Et moi, j'ai décidé de prendre du recul, de me lancer dans un nouveau projet, de quitter mon entreprise et en fait, de me former parce que ça me paraissait important. Vous dites, il faut avoir une bonne culture générale. En fait, on découvre aussi un monde avec plein d'acteurs, plein de choses à connaître, plein de sujets. En fait, il y a plein de sous-sujets. Et donc, cette démarche, en fait, elle m'a permis aussi de voir comment, c'est ce que disait Alexandra tout à l'heure, c'est comment essayer d'intégrer dans son métier ces enjeux environnementaux et sociaux qu'il faut comprendre. Il y a quand même une bonne complexité avec une approche qui doit être différente, qui est plus globale, plus systémique. Et donc voilà, l'idée c'était plus de pouvoir accompagner après des marques ou des entreprises pour qu'elles aient un impact plus positif. Et donc, voilà, ça pose la question de comment je fais mon métier plus concrètement. Donc, Alexandra a parlé de pas mal de points, mais je voulais juste en souligner quelques-uns qui sont plus des sujets du marketeur. C'est qu'il y a déjà tout un travail autour de la marque
si on veut s'engager davantage, il y a une question autour des enjeux. Donc, il y a souvent un travail qui est fait au niveau des enjeux de l'entreprise, mais au niveau de la marque, on peut être attendu sur certains enjeux liés à son secteur d'activité. Mais comment en fait en sélectionner un ou plusieurs, mais surtout un, je pense, se focaliser sur un enjeu qui a du sens par rapport aux valeurs de la marque, par rapport à son histoire, et puis aussi par rapport à ce qui mobilise les équipes et ce qui mobilise aussi les clients, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et pour avoir un purpose que j'utilise volontairement en anglais, pas dire raison d'être, qui est plus au niveau de l'entreprise, mais voilà, comment en fait finalement cette raison aussi d'agir va se concrétiser en engagement et en acte. Et pour moi, ça c'est vraiment la brique un peu fondatrice parce que ça va guider beaucoup de choses. Et là, peut-être le cœur de ce qui est important, c'est l'offre qui doit être alignée et ça pose beaucoup de questions. Et c'est là où on touche plus au modèle économique et qu'on peut se confronter un peu plus de difficultés. Mais comment analyser son portefeuille pour qu'il soit plus durable? Quel est le rôle de l'innovation dans ce cadre? Est-ce qu'on va être plus sur l'innovation frugale? Mais en tout cas, quelle innovation va pouvoir améliorer au global ce portefeuille? Et quand on parle de la mode, par exemple, c'est quelle est la largeur de mes collections? Est-ce que je les renouvelle aussi souvent? Quelle est la part de mes produits éco-conçus? Pour essayer d'avoir quelque chose, au final, qui devient de plus en plus vertueux. Donc, ça pose la question du cycle de vie, parce qu'il ne s'agit pas juste pour jeter des produits. Et aussi, finalement, c'est là qu'il y a un lien avec les clients qui doivent être plus impliqués parce que la marque devient aussi avec le client co-responsable. C'est-à-dire qu'on ne va pas être juste sur j'ai vendu mon produit, c'est aussi réfléchir à la consommation, mais aussi à la fin de vie pour essayer d'avoir quelque chose de plus circulaire et de plus vertueux. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les exemples des petites marques plus engagées, c'est comment elles arrivent à construire une communauté, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire pour pas mal de marques, on va dire, plus établies ou plus anciennes qui sont construites sur un autre modèle. Et c'est pour les impliquer, ça part au minimum d'un dialogue, mais ça peut aller jusqu'à la co-construction. Donc, on a vu des exemples qui allaient quand même assez loin. Mais en tout cas, comment est-ce qu'une marque peut aussi se dire, comment est-ce qu'elle peut accompagner sur l'entretien pour faire en sorte que les produits durent le plus longtemps possible? Et ça, donc, le dialogue, ça passe par, je pense, une communication un petit peu différente. Effectivement, trouver le bon ton, mais on n'est pas juste dans des déclarations, on est plus dans des choses assez concrètes. La preuve, je pense, c'est important pour ne pas tomber dans du greenwashing, une déclaration d'intention. La transparence, on entend beaucoup parler, on dit qu'il faudra être complètement transparent. Aujourd'hui, on est peut-être à un moment où on peut encore choisir son degré de transparence. Mais je pense que ce qui compte, c'est de parler peut-être avec sincérité. Et effectivement, comme il y avait l'exemple de Veja, c'est dire où on en est, mais dire aussi, bon, bah là, on n'y est pas encore, mais on y travaille. Le tout pour mobiliser, parce que c'est aussi ce qui va créer la confiance avec les clients et les parties prenantes. Et je pense qu'une grande capacité de la marque, c'est de pouvoir créer des récits, de pouvoir développer un imaginaire collectif. Et surtout, on est sur des sujets qui ne sont pas toujours très drôles. Enfin, ça peut être un peu anxiogène, ou alors, en tout cas, quand on pense aux enjeux, où c'est assez complexe. Et je pense que le rôle des marques, c'est de donner envie, donc c'est de trouver le bon ton. Donc, en fait, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça remet en cause pas mal de choses. Et moi, je trouve qu'on est à un moment du marketing qui est assez charnière. Il faut se mobiliser personnellement, mais aussi mobiliser les autres pour avancer. Et je trouve qu'on a un moment vraiment très intéressant pour ce métier. Super, merci beaucoup. Alors, on voit bien que dans le partage qu'a fait Hélène, qu'il y a énormément de nouveaux sujets, de questions à se poser. Donc, évidemment, comprendre tout ça, être capable de l'intégrer, c'est important au niveau du marketing. Et puis, Alexandra l'a bien dit, c'est toutes ces alliances que vous allez pouvoir faire avec les métiers connexes et parfois avec des gens à l'extérieur. Tu parlais des fournisseurs, voilà, qui parfois maîtrisent un bout du sujet de manière plus forte que vous, qu'on peut activer. Il y a un autre sujet qui a été évoqué et je me permets de réagir, c'est aussi, enfin, les termes sont importants. Et donc, en tout cas, en France, la question de la raison d'être, tu l'as bien dit, Hélène, aujourd'hui, le consensus est assez clair en France pour dire que la raison d'être s'applique à une entreprise et que dès lors qu'on parle d'une marque, on ne parle pas de raison d'être, on va parler plutôt de la mission de la marque. Et donc, c'est important justement de ne pas créer de la confusion, même si nos amis américains utilisent le company et le brand purpose. Voilà, en France, on essaie d'être
plus précis sur les termes. Et donc, on invite les marketeurs que vous êtes, si vous avez envie de vous engager, à ne pas forcément aller utiliser cette terminologie qui est mal adaptée. Et puis, la deuxième chose que je trouve importante, c'est qu'on a évoqué un certain nombre d'enjeux. Et puis là, on commence à voir qu'en effet, le marketeur, eh ben, il a besoin de connaître l'ensemble des sujets, les sujets matériels dont Alexandra parlait tout à l'heure, mais il a aussi besoin à un moment donné de choisir des thématiques. Parce qu'on ne peut pas parler, quand on est marketeur, qu'on a une share of voice qui est limitée, on ne peut pas traiter de tous les sujets qui sont dans le rapport RSE de son entreprise, qui souvent est épais comme ça. Et donc, ça demande de faire le bon choix et justement de trouver le lien entre ces sujets et puis ce qui va toucher le consommateur, ce qui va correspondre à ses attentes ou à ses insights, s'il n'est pas capable encore d'en faire une attente et d'en faire un point de différenciation. Donc voilà, c'est en ça que le marketing responsable, c'est extrêmement créatif et que vous pouvez vraiment aller défricher les choses. Alors, on va compléter. Merci beaucoup, Hélène. On va compléter ce tour de table et je vais donner la parole à Céline Augusto. Donc, merci Céline d'être avec nous. Céline et Olivier sont à distance ce soir. Alors, Céline, vous allez voir, on a dit deuxième regard, c'est un parcours d'entrepreneur. Céline est la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Green Family, mais de deux marques que vous connaissez peut-être plus, qui s'appellent Love and Green et Change Now. Voilà. On va laisser Céline vous raconter son parcours parce qu'on trouve que voilà, dans le choix, vous avez tous les trois vous avez fait des choix très différents et je trouve que ces trois choix ont été pleins de sens. Mais voilà, on voulait aussi avoir cette complémentarité. Céline, c'est à toi. Merci en tout cas de ta participation ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Bonsoir à tous. Alors déjà, est-ce que le son est bon ? Oui, très parfait. bien. Vous m'entendez bien. Bon, super, très bien. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et ravie de pouvoir un petit peu témoigner un petit peu de mon parcours d'entrepreneur. Donc, effectivement, je vais venir tout de suite à la slide pour vous présenter un petit peu mon parcours. Donc, moi, j'ai fait une petite dizaine d'années de carrière de marketeuse assez classique et puis assez 20e siècle pour le coup. J'ai commencé chez Henkel. Je travaillais dans la division détergents, donc produits d'entretien. Ça a été vraiment une expérience très formatrice sur comment on fait du marketing dans les grands groupes au début des années 2000. J'ai travaillé sur les entretiens ménagers, mais surtout sur la lessive. J'ai passé pas mal de temps sur deux marques qui sont Supercroix et Le Chat. Et puis après un peu plus de 6 ans passés chez Henkel, je me suis bien rendu compte que la multinationale, c'était pas vraiment mon truc et qu'il fallait que j'aille dans quelque chose d'un petit peu plus petit. Et donc, je suis passée en PME et je suis rentrée chez Cadum et IBA à l'époque où ça avait été repris par deux entrepreneurs et quelques années avant que ce soit revendu à L'Oréal. Et j'ai travaillé sur tout le pôle entretien, donc les marques IBA, Crocodors and Sex Savon Le Naturel, qui entre-temps ont été revendues à Wicarlat, qui lui-même a été racheté par Henkel, comme quoi le monde est petit. Donc voilà pour mon parcours et à la fin, effectivement, de cette expérience Cadum, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai cofondé avec mon conjoint la société Love and Green à l'époque, qui a été renommée Green Family entre-temps, avec là, pour le coup, un modèle complètement d'entreprise engagée RSE et responsable. Donc, un petit peu le contre-modèle de ce que j'avais appris sur les 10 années précédentes, puisque, Olivier l'a dit, Green Family, c'est essentiellement aujourd'hui une marque, c'est la marque Love and Green, que j'espère vous connaissez, vous avez entendu parler. Love and Green, c'est une marque d'hygiène écologique et c'est le fondateur nous sommes les fondateurs de la catégorie couche écologique et hygiène féminine écologique en grande distribution. Et aujourd'hui, le leader de cette catégorie qui pèse autour de 10-15% du marché global. Et Love and Green, ce sont des produits qui sont à la fois éco-conçus, donc avec des certifications écologiques, avec des matières premières d'origine naturelle, mais pas que. Dans le modèle de cette création de marque, il y a aussi tout un pan de marketing engagé et responsable. C'est-à-dire, on a parlé de la transparence, une valeur fondamentale pour nous. Nous sommes une marque extrêmement transparente et également engagée dans une communication sincère envers le consommateur. On aime à dire qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit et on raconte rien d'autre. Il n'y a pas de belle histoire, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de com, il n'y a pas de tout ce que j'ai appris et j'ai pas mal fait sur les années précédentes.
Et donc, effectivement, c'est une expérience assez différente. J'en ai bien sûr tiré pas mal d'enseignements sur les thématiques de ce soir. Et donc, je voulais déjà commencer par vous dire la façon dont j'ai appris ce métier, la façon dont je l'ai exercé pendant une dizaine d'années et la façon dont peut-être encore aujourd'hui certaines entreprises sont encore trop sur ce modèle qui est vraiment la responsabilité, la naturalité, etc. ont souvent, dans les années 2000, été considérées comme une tendance consommateur un petit peu comme une autre. Hein, il y avait un petit peu, on faisait des groupes de consommateurs. Hein, il y avait les consommateurs qui aimaient le plaisir, les consommateurs qui aimaient la nature, le consommateur qui aimait je ne sais quoi d'autre. Et puis voilà, chacun avait sa spécificité. Et puis voilà, tout ça était des tendances. Puis c'était bien d'y répondre. Hein, donc, on ne prenait pas forcément ça très au sérieux comme une tendance de fond et un changement profond de modèle de consommation. Et donc, on adressait cette tendance plutôt en com. Moi, j'ai quand même créé un super croix secret d'ailleurs, hein, la lessive qui fait voyager. Hein, ça ne fait pas forcément partie des trucs dont je suis le plus fière, mais effectivement, voilà, à l'époque, on est plus sur de la com. Et j'ai mis quelques exemples dans ce slide qui me font sourire aujourd'hui. Pourtant, je sais que ce sont des terminologies que j'ai beaucoup travaillé. Hein, on sortait des produits, des lessives, des produits d'entretien, etc., qui s'appelaient Natural Touch, Essence de la nature, Éco-efficacité, ça j'ai sorti le chat éco-efficacité également, pouvoir de la nature, voilà, tout ça c'était formidable et c'était là pour évoquer quelque chose de naturel. On faisait des belles étiquettes très vertes et puis le produit à l'intérieur, bon, si on pouvait mettre une petite poupouille, si possible inférieure à 0,5% d'ingrédients naturels pour pas trop changer fondamentalement la façon dont on fabriquait les produits. Voilà, il fallait pas que ce soit trop perturbant. Et donc ça, c'était assez intéressant. Et on était vraiment dans cette logique qui, je pense aujourd'hui, quand on est marketeur et qu'on envisage sa carrière de marketeur, doit être absolument inversée, qui était qu'on faisait des grandes études de tendance et pour comprendre les attentes des consommateurs. Et puis ensuite, on inventait des belles histoires pour faire en sorte que les produits qu'on vendait répondent à ces attentes consommateurs. Mais à aucun moment, on ne se disait on va revoir complètement la façon dont on fait nos produits pour qu'ils puissent profondément et véritablement répondre aux attentes des consommateurs. Ça ne faisait pas partie de l'équation. Donc, on était vraiment que sur de la communication. Il ne fallait pas que ça change grand-chose. Il y a une deuxième caractéristique qui, aujourd'hui aussi, me fait pas mal sourire, c'est qu'on ne s'intéressait pas du tout aux petits, c'est-à-dire aux startups, aux petites entreprises. Alors, j'ai une petite anecdote comme ça qui fait sourire aujourd'hui. Moi, quand je travaillais sur le marché de la lessive, il y avait une petite marque qui s'était lancée qui s'appelait l'Arbre Vert. Et alors, l'Arbre Vert, c'était vraiment une marque où on ne s'y intéressait tellement pas qu'on ne suivait même pas ses performances. C'est-à-dire qu'on avait un truc qui s'appelait Autre marque. Hein, on mettait la part de marché. Et puis voilà, là-dedans, il y avait l'Arbre Vert. Alors, ça progressait. Alors, on voyait bien que dans nos rankings, quand on faisait les rankings des meilleures références unitaires vendues en hypermarché, que la lessive l'Arbre Vert, elle commençait à sacrément monter dans le ranking et qu'elle frôlait quand même le top 10 au début des années 2000. Aujourd'hui, dans le top 5. Mais pour autant, ça ne remettait pas en cause le fait que les concurrents, c'était les gros. Les concurrents, c'était Procter, c'était Unilever, c'était Colgate, mais en aucun cas, c'était une PME. Ça, c'était inenvisageable. Et c'était pas du mépris, mais c'était vraiment, on n'est pas dans le même monde. Nous, on fait des produits pour tout le monde. Et puis, bon, il y a ceux qui font des produits pour quelques happy few, quelques bobos écolos, mais bon, tout ça n'est pas sérieux. Il y avait quand même un petit peu cette idée-là. Et quand on voit ce que pèse l'Arbre Vert aujourd'hui sur l'entretien, ça peut faire effectivement pas mal sourire, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne considère que l'Arbre Vert, il ne faut pas suivre ses performances et ce qu'il peut faire. Et donc, tout ça, moi, j'ai traversé, en fait, Henkel, et puis chez Cadem, c'était pareil. Chez Cadem, on faisait des produits bio. On faisait des gels douche bio. On a été une des premières marques à faire des gels douche bio ou des produits d'hygiène bio. Mais encore une fois, c'était des produits qui étaient affreusement chers par rapport aux produits classiques. Et puis alors vraiment, on faisait ça parce qu'il fallait une fois de plus répondre à un petit segment de population d'attente de consommateurs qui, eux, voulaient des produits bio, mais en aucun cas, ça ne pouvait remettre en cause l'essentiel du business qui était à 97 ou 98% des produits conventionnels pour lesquels faire attention à la formulation n'était pas franchement très central.
Donc, pas de remise en cause du modèle fondamental de l'entreprise. On gérait ça vraiment comme une tendance. Et c'est pour ça que moi, je suis partie. C'est pour ça que moi, j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, parce que voilà, ça ne me convenait plus, parce que à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il se passe quelque chose dans l'univers de la grande conso. Les consommateurs sont en train de changer, le monde est en train de changer, les consommateurs sont en train d'évoluer très fortement. Comment c'est possible qu'on ne change pas profondément les choses? Et à force de demander qu'on change profondément les choses et qu'on me dise que c'était pas possible, eh bien, effectivement, c'est comme ça que ce projet entrepreneurial est né et que je suis partie et que j'ai créé la Veine Green. Après, j'ai créé un peu tôt, hein, parce qu'en 2011, bon, ça a mis un petit peu de temps avant que les consommateurs massivement changent et veuillent des produits plus responsables. Donc, il y a eu quelques années de galère et effectivement un vrai tournant, ça a été dit hein, dans l'introduction, qui a été plutôt à partir des années 2017, 2018, 2019. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même environnement. Alors, ça a changé beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, il y a des vrais engagements RSE et plus responsables dans tous les services marketing, je pense, parce que il y a eu un moment où il a fallu s'adapter d'abord à l'évolution de nos propres consommateurs. Hein. Les consommateurs, aujourd'hui, non seulement ils ont des attentes qui ont évolué, ils veulent plus d'engagement de la part des marques ou des entreprises à qui ils achètent des produits. Mais surtout, ils ont envie de vérifier ce qu'on leur raconte. Ils ne prennent plus du tout pour argent comptant ce que peuvent leur raconter les marques à travers leur site internet, à travers leur pub télé, à travers leur communication ou ce qu'elles racontent sur les réseaux sociaux. Ils veulent des moyens de vérifier. Et ces moyens de vérifier, c'est pas mal de choses. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, c'est très compliqué de sortir et de commercialiser un produit cosmétique qui est mal noté sur Yuka. C'est très difficile de sortir un produit cosmétique qui a des ingrédients qui sont mal notés sur le site La Vérité sur les cosmétiques. Aujourd'hui, ce sont presque des contre-pouvoirs qui font que vous êtes quand même dans une posture difficile de commercialiser des produits comme ça. Ils ont le pouvoir de vérifier, c'est aussi les labels. Aujourd'hui, l'engagement vers des labels est important pour un certain nombre de consommateurs parce qu'ils se disent, bon, ben, voilà, si j'ai un écolabel, si j'ai un Cosmebio, pour les labels de mon univers, eh bien, là, je peux croire que la démarche, effectivement, elle est vraie de la part de la marque. Mais je ne le crois pas comme ça, par acquis de conscience. Et puis, en plus, s'il s'agit d'une marque qui existe depuis longtemps et qui a eu pendant un long moment une histoire de marque conventionnelle, classique, non engagée, alors là, attention, hein, de prime abord, j'y crois même pas. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire une démarche pour me prouver qu'il y a quelque chose qui a changé et que c'est vraiment quelque chose que je peux croire. Hein, un exemple, Henkel, depuis que je suis partie, a certifié ses usines de lessive écolabel. C'était quelque chose, à l'époque, qui était inenvisageable. Enfin, il était hors de question de se palucher cette certification qui est quand même assez lourde et assez importante dans le process de fabrication d'une usine pour répondre à cette tendance. Aujourd'hui, la gamme éco-efficacité qui existe toujours, elle est certifiée écolabel parce qu'au bout d'un moment, pour pouvoir challenger un L'Arbre Vert ou un Rennet, il faut être écolabel. Donc ça, c'est quand même des évolutions de fond. Le deuxième élément, c'est que les petits, aujourd'hui, on ne les regarde plus du tout de haut. On les considère clairement, il y a un marketeur de grandes marques qui ne regarde pas ce que font les petites initiatives, les initiatives purement digitales sur son marché, fait une grave erreur parce que aujourd'hui, on considère que c'est de là que vienne vraiment l'inspiration de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et le fait est que, je vais vous donner un exemple, sur le marché des couches bébés, il y a une tendance incroyable qui s'est développée sur les 3-4 dernières années, c'est très récent, c'est le modèle de l'abonnement. Eh bien, tout ça a été lancé par des startups. Et c'est très important pour une grande marque installée sur ce marché de tout de suite considérer, de regarder les petites startups qui se sont lancées avec des petits sites internet uniquement sur une stratégie digitale, pas du tout en grande distribution et pas du tout sur Amazon, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des marchés qu'on estime extrêmement gros par rapport à ce que ça pouvait être il y a encore 3 ou 4 ans. Donc effectivement, ça, c'est un deuxième point qui est très important. Et le troisième point qui recoupe avec tout ce qu'on a entendu, c'est que le modèle fondamental de l'entreprise doit changer. On ne peut plus adresser cette demande, cette attente fondamentale des consommateurs en faisant de la com et en regardant son produit en disant, alors qu'est-ce que je peux dire dessus pour dire qu'il est responsable ? Non, en fait, c'est qu'est-ce que je peux changer de la façon de faire de mon entreprise
pour que vraiment j'ai un engagement responsable qui soit crédible, qui soit prouvé et qui puisse du coup convaincre des consommateurs plutôt qu'une initiative toute fraîche, toute neuve qui sortirait d'une nouvelle entreprise avec une nouvelle marque vierge de toute idée reçue. Et ça, c'est ma conclusion, et je trouve que c'est une excellente nouvelle, c'est que ça veut dire que le marketing reprend sa place, qui doit toujours, à mon avis, toujours avoir, qui est d'être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et j'ai vu des questions qui déroulaient sur est-ce que le marketeur doit parler avec le responsable RSE. Ben, moi, j'ai presque envie de dire que le marketeur, il doit un peu expliquer au responsable RSE quels sont les projets sur lesquels il doit se concentrer pour que ça fasse du sens et qu'on développe le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même, je trouve, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le marketeur doit revenir au centre des projets stratégiques de l'entreprise au global. Super. Merci beaucoup, Céline. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et quelques questions qu'on prendra tout à l'heure. En tout cas, on avait eu la chance d'animer une conférence au Salon Pro Durable que certainement plusieurs d'entre vous connaissent, qui est vraiment l'événement phare en matière de développement durable et de RSE en France. Et en effet, la question de la bonne alliance entre les marques et les labels avait été posée, de se dire que finalement, parfois, accepter d'apposer à côté de sa marque un label qui, lui, a un gage de confiance de la part des consommateurs, ça pouvait permettre à certaines marques qui avaient parfois un historique, je ne vais pas dire des casseroles, mais en tout cas un historique, voilà, que ça pouvait parfois accélérer la transition et leur reconnaissance par les consommateurs. Alors, on prend note de vos questions au fil de l'eau et on les traitera tout à l'heure. Je voulais inviter notre troisième témoin à entrer sur scène. On l'a appelé l'Inside Man, puisque Olivier, eh bien, toi, tu as fait le choix de rester dans une de ces grandes maisons de marketing, mais pas pour faire semblant, pas pour juste suivre des tendances et inventer des concepts creux, mais pour essayer là aussi, de faire du marketing responsable. Voilà. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce cheminement? Et puis, puisque tu as, toi, la position dans laquelle, dans ces grandes organisations, tu es à la frontière entre les marques et la RSE, voilà, comment concrètement ça se passe sur le terrain? Voilà, merci à nouveau de te joindre à nous, sachant qu'Olivier nous rejoint depuis Londres, où il est positionné. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui, très bien. Super. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je ne vis pas en France, je vis à Londres, donc je vais commencer par m'excuser parce que je parle assez mal français, bizarrement. Je suis français d'origine, mais on va dire que j'ai perdu un peu tous ces mots et j'étais d'ailleurs assez étonné de la variété du langage que vous avez utilisé autour de mon métier, que je ne pratique qu'en anglais. Par avance, excusez-moi parfois de ma lenteur ou des mots très bizarres que je vais utiliser, mais je vais faire de mon mieux. Donc oui, effectivement, je vis en Angleterre depuis 7 ans et j'ai commencé chez Unilever. Je suis un Unilever baby, comme on dit. Et je pense que j'ai beaucoup de points communs avec les personnes qui se sont exprimées auparavant. Je pense qu'on a tous ce socle de valeurs dont je crois Alexandra parlait, ou Caroline. Je suis aussi un EDEC alumni et j'ai commencé chez Unilever comme Hélène et je travaille à présent dans la catégorie entretien et produits ménagers comme Céline a commencé chez Henkel. Donc, je suis un peu un mix de tout. Mais donc oui, j'ai commencé chez Unilever il y a 12 ans et il y a 5 ans, donc c'était en 2015, probablement un peu avant il y a eu effectivement un très très gros changement de fond chez les consommateurs et dans l'industrie. Il y a 5 ans, j'ai commencé. En fait, j'ai eu ce besoin personnel vraiment de passer d'un métier de marketing classique, parce que j'avais un parcours de marketing classique, j'ai fait du marketing global, local, et de devenir un accélérateur du développement durable dans l'entreprise. Donc, je suis resté au siège monde d'Unilever, qui est basé à Londres, après un passage rapide en fait en R&D, où j'ai travaillé sur les problématiques d'économie circulaire pour les packaging. Je rejoins une équipe qui s'appelle la Sustainable Business Team,
C'est une équipe dont je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Parallèle, j'avais également fait une formation qui est un Postgraduate Certificate en développement durable à Cambridge, qui est un pôle d'expertise autour du développement durable. Ça a été vraiment cette transition en 2015-2016 pour devenir un accélérateur du développement durable et des marques à mission chez Unilever. Donc, l'histoire chez Unilever, c'est que ça a commencé en 2010 avec ce qu'on appelle l'Unilever Sustainable Living Plan. Avant ça, il y avait un département RSE qui a été transformé. Donc, quand il y a eu cette espèce de Big Bang du USLP, Universal Sustainable Living Plan, la RSE s'est transformée en Chief Sustainability Office pour signifier vraiment l'importance du développement durable chez Unilever et de le rapprocher vraiment du CEO, donc du PDG. Et dans cette équipe-là, il y avait une équipe plutôt externe, donc qui tournait vraiment sur tout ce qui est les problématiques, l'engagement extérieur avec les partenaires, les grands partenaires, tout ce qui est l'influence de lobbying, etc., autour du développement durable. Et une autre équipe interne qui est celle que j'ai rejoint, qui est là en fait pour aider les équipes internes à accélérer la transformation durable des marques. Donc c'est un peu un hybride en fait entre du marketing et c'était à l'époque un hybride entre du marketing et de la RSE et c'est effectivement maintenant presque une fonction. Je vais parler un petit peu plus. Donc j'ai montré juste sur ce slide, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est chez Unilever de travailler dans ce genre de fonction. En fait, les choses principales dont je m'occupe, c'est la mission des marques avec le marketing. Donc, c'est de réfléchir avec les équipes marketing comment se positionnent les marques. Donc, c'est des marques souvent anciennes qui ne sont pas nées comme les marques que Céline a créées elle-même. C'est souvent des marques qui sont là depuis des années et qui avaient plutôt ce qu'on appelle un purpose fonctionnel. Mais l'idée, c'était de comment on peut en fait les repositionner dans la société et avoir des conversations plus intéressantes avec les consommateurs. Ça, c'est une grosse partie de mon travail. Et la deuxième partie de mon travail, c'est aussi en relation avec cette mission de marque, comment réfléchir aux enjeux matériels de la marque, donc l'empreinte carbone, le plastique. Le plastique est très important dans les produits de grande consommation. Mais effectivement le sourcing, toutes ces dimensions et comment en fait les transformer et en fait créer au travers de l'innovation et ce que vous parliez, ce dont quelqu'un a parlé plus tôt, qui était le consentement éclairé. Donc c'est avoir ces conversations très transparentes avec les consommateurs. Donc, ça, c'est des choses en fait sur lesquelles j'aide les marques à progresser. Et c'est un travail principalement interne, mais ça me permet également en fait de créer aussi des partenariats avec des ONG à l'extérieur. Et vous allez me dire, donc, pourquoi est-ce qu'on paye quelqu'un comme moi pour faire ça? L'idée, c'est que ça marche. En fait, si vous êtes quelqu'un qui est juste intéressé par est-ce que ça rapporte de l'argent à l'entreprise, ce qui est pas exact, c'est pas complètement mon cas, mais je crois que Caroline disait au début, c'est très important d'avoir cet esprit business à la fois pour contrebalancer les valeurs. Ce qui est très important chez Unilever, c'est que et je pense dans toutes les autres entreprises qui s'intéressent à ce domaine, c'est que c'est un domaine qui fonctionne, c'est-à-dire que ça se transforme en valeur ajoutée. Et en fait, chez Unilever, on a établi une sorte de critères pour distinguer si les marques avec une mission et qui étaient plus durables ou responsables surperformaient par rapport aux autres, et c'est le cas. C'est-à-dire que depuis qu'on a établi ce critère en 2015, on a vu qu'elles surperformaient tous les ans. Tous les ans, il y a plus de marques qu'on déclare responsables, qu'on considère responsables. Et ça, c'est vraiment ce qui a permis en fait d'accélérer les missions de marque dans
Et je voulais montrer un petit peu à quoi ça ressemble du coup pour quelqu'un comme moi qui est un accélérateur de cette transformation, ou pour quelqu'un qui travaille sur une marque de chez Unilever. Qu'est-ce que ça représente on va dire, d'un point de vue tangible. Donc si vous pouvez passer au slide suivant. J'ai pris cet exemple, la marque Dove, qui est une marque qui est très célèbre à la fois dans le monde du marketing, chez Unilever, parce que c'est une marque qui a commencé comme une marque de savon. Et quand vous regardez un petit peu en fait ce que fait un marketeur maintenant sur la marque Dove, c'est la marque la plus emblématique de cette transformation, vous avez une quantité d'activités de transformation, mais aussi d'activités d'impact social qui sont associées à cette marque. C'est une marque à mission. La mission, c'est faire en sorte que la beauté soit uniquement une expérience positive pour ses consommatrices principalement. Et pour vous donner quelques exemples de ce que ça veut dire, l'exemple le plus célèbre, c'est le Dove Self-Esteem Program, qui est le projet pour l'estime de soi. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a 10 ans par la marque, qui a touché plus de 40 millions de jeunes filles avec en fait, c'est un programme de changement comportemental et d'appréciation des stéréotypes et des préjudices par rapport à l'apparence. C'est également une marque qui a lancé des sous-marques autour de sa mission de marque, donc le lancement de Derma Series, par exemple, qui s'adresse vraiment aux personnes qui souffrent de certaines conditions de la peau. C'est aussi une marque qui fait énormément vous avez également énormément de projets autour du plastique, des packaging recyclés, des packaging réutilisables, également une certification avec PETA, qui est l'association des animaux. Entre guillemets, ça vous montre que c'est une marque qui fait beaucoup plus que juste du marketing, et ça rend le métier en fait du marketeur beaucoup plus intéressant. L'exemple pour le coup le plus poussé, c'est quand vous avez une marque qui va entrer carrément dans un univers en anglais de ce qu'on appelle advocacy, mais je pense en français on dit du lobbying. Donc aux États-Unis, Dove a lancé ce qui s'appelle le Crown Act, qui est au travers d'une coalition avec des ONG pour faire avancer les lois contre la discrimination basée sur l'aspect des cheveux ethniques. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a plusieurs États aux États-Unis qui ont en fait qui ont adopté des lois sur la base des recommandations faites par la coalition que Dove a fondée. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point la mission de marque peut pousser en fait les équipes de la marque à avoir un métier complètement différent. Et dernière chose, si vous pouvez passer au slide suivant, je crois que c'était un peu une question de quel est le futur un peu du marketeur chez Unilever. En fait, en 2017, j'ai eu la chance de travailler sur un peu la refonte du Unilever Sustainable Living Plan. Et on a fait un très gros projet qui s'appelle le Listening Project pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens pensaient, comment dire, c'est pas les gens, mais on voulait essayer de comprendre quel était le futur d'un business responsable. On a fait énormément de consultations de nos partenaires, des employés, etc., etc. Et sans vous dire les milliers de recommandations qu'on a eues, une des recommandations qui était vraiment les plus importantes, sur le slide suivant, s'il vous plaît, c'est vraiment cette idée de le développement durable doit être intégré dans la stratégie et pas l'objet d'une stratégie séparée. Et c'est vraiment, je pense, la transformation la plus fondamentale, en fait, qui est opérée par les gros groupes. C'est que, comme disait, je pense, Céline, au début des années 2000, on était sur la RSE dans un coin, dans un bureau un peu loin. Maintenant, en fait, on est dans un modèle où le développement durable est complètement au cœur des marques et au cœur de la stratégie de l'entreprise.
Donc, je pense que c'est vraiment le tournant, c'est dans les 4 dernières années, mais je pense dans les années qui vont venir, c'est que petit à petit, on va demander aux marketeurs en fait, de devenir aussi des experts du développement de l'impact social. Ça, voilà, c'est la fin de ma présentation, mais je voulais souligner un peu cet aspect-là. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on va proposer à Sarah de partager un certain nombre de questions. Je voulais juste à nouveau apporter un commentaire sur un des pièges parfois dans lequel on peut tomber autour de cette notion de mission de marque. C'est-à-dire que il y a très longtemps, une marque engagée pouvait être une marque qui se choisissait une croisade sociétale thématique et qui allait s'allier à une ONG dont elle allait parfois faire un produit partage. Voilà. Et je voulais juste insister là-dessus parce que c'est l'objet de beaucoup de confusion dans la dernière période. Une marque qui a une mission de marque, c'est une marque qui va s'engager dans la durée sur un certain nombre d'axes qui sont importants pour elle et qui va essayer de les regrouper autour de cette notion de mission de marque. Donc, attention aussi à ne pas tomber dans la caricature de la girouette qui va changer de thématique tous les ans. Il y a beaucoup de communicants qui pourraient vous inciter à faire ça si vous êtes marketeur. Donc voilà, il y a ce recul et ce discernement. Une marque engagée, elle s'engage sur 5 ans maintenant et une entreprise engagée, elle s'engage sur 15, 20 ou 30 ans. Donc on n'est pas du tout dans le sujet flavor of the month qui changera à l'automne prochain. Voilà, alors merci beaucoup Olivier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réouvrir le débat. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. On garde bien celle de la formation pour tout à l'heure parce qu'on a vu que vous aviez beaucoup posé de questions là-dessus. On avait des choses à partager sur ça, donc on le traite juste après. Sarah, peut-être orienter les questions s'ils sont vers la bonne personne qui commencera à y répondre et puis si d'autres experts ou témoins ce soir veulent compléter, n'hésitez pas à prendre la parole dans un deuxième temps. Alors, je vais commencer par une question générale et essayer d'en regrouper deux ensemble, qui est pour les marketeurs, quels sont un peu les leviers ou les outils qui permettent d'éviter le greenwashing, selon vous? Ouais. Et il y avait d'ailleurs une remarque de quelqu'un, j'ai vu sur l'ARPP aussi. Donc, c'est l'autorité de régulation. Voilà, donc on fera peut-être un commentaire sur ça aussi. Alors, qui aurait envie de répondre à ça? Elle était pointée vers quelqu'un en particulier ou pas? Non, hein? Non, c'était une question générale. Je veux bien répondre, mais je vais utiliser les mots de Céline, en fait. Très bien, ça va. C'est-à-dire que je copyright les mots de Céline, mais j'ai noté tout à l'heure qu'elle disait on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Que ce soit, je pense, dans un petit groupe ou un grand groupe, le problème et l'écueil est plus dans un grand groupe, c'est absolument fondamental. Et on va avoir une terminologie particulière dans un groupe Unilever, on va dire il y a la communication et il y a l'impact et les vraies choses, entre guillemets. Mais c'est absolument essentiel, en fait, d'avoir cette balance entre guillemets, il faut faire plus pour pouvoir parler. Et ça sert à rien de faire plein de choses formidables sans en parler. Mais vraiment, pour moi, la réponse, c'est exactement ce que Céline a dit tout à l'heure. C'est on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et Céline, je voulais t'inviter peut-être à compléter parce que dans un échange qu'on avait eu en préparation, tu m'avais dit, et ça, je crois que ça répondra à une question de tout à l'heure sur comment on résiste aux grosses entreprises. Tu m'avais dit, nous, avec nos marques, on pose des sujets et puis très vite, les marketeurs des entreprises plus grosses se réapproprient les concepts, les approches, mais justement pas forcément avec le même niveau d'authenticité. Est-ce que tu peux peut-être juste apporter un éclairage complémentaire par rapport à ça? Oui, bien sûr. Bah, merci pour le copyright. Je suis ravie. Oui, effectivement. Ce sur quoi on avait échangé, c'est que l'intérêt de ceux qui approchent le marché avec des concepts beaucoup plus responsables et puis beaucoup plus engagés, c'est qu'effectivement, ils questionnent, ils posent des questions au consommateur qui lui-même se pose des questions lorsqu'il ne l'avait pas déjà fait au préalable. Et c'est là où effectivement le greenwashing commence à devenir assez compliqué et c'est là effectivement où on peut considérer du coup que l'ensemble du marché va vers quelque chose de plus responsable. Ceci étant,
comment on fait pour garder un peu cette longueur d'avance, j'ai envie de dire, ou en tout cas cette raison d'être quand on est sur un marché où on est venu, comme nous on l'a fait en 2011, en disant rendez-vous compte, les couches, c'est blindé de plastique, c'est une catastrophe, faut arrêter, il faut mettre des matières naturelles, et qu'on a Pampers qui lance Pampers Harmonie en disant moi j'ai du coton dans ma nouvelle couche, donc du coup voilà, toc, j'ai répondu à la question. Et ben effectivement, il faut savoir se réinventer, il faut savoir continuer à poser des questions et continuer à sonder en fait du coup quel est le consommateur, parce que la beauté de certaines grandes marques, c'est qu'elles n'ont pas forcément la capacité de répondre pleinement aux attentes des consommateurs. C'est très compliqué pour un grand groupe qui a des volumes colossaux de se dire je vais supprimer tout le plastique hop du jour au lendemain et je vais passer au coton. Enfin, je veux dire, purement économique, c'est quasiment impossible. Et c'est là où, effectivement, les initiatives comme celles qu'on a pu avoir nous font du sens et ont de l'intérêt. Et la question sur la RPP, sur les mentions un peu greenwashing qu'il peut y avoir sur le marché, oui, aujourd'hui, il y a aussi la réglementation qui évolue. Maintenant, la réglementation, elle est à des années-lumière encore des bonnes pratiques qui devraient y avoir sur le marché. C'est-à-dire qu'elle rattrape, elle essaye de rattraper. Aujourd'hui, on peut quand même moins dire qu'un produit est écologique s'il ne l'est pas du tout. Ça commence à devenir compliqué. Ceci étant, on peut encore dire beaucoup de choses en faisant pas grand-chose derrière. Donc, voilà, la question de faire face aux grands groupes et quand on est tout petit, c'est le jeu de jambes. Et c'est constamment se réinventer et constamment chercher quels sont les combats de demain. Un petit exemple, nous sur les couches, on a été beaucoup sur la composition, on est encore beaucoup sur la composition parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au packaging, par exemple, quelque chose qui n'était pas du tout un sujet il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet central sur lequel on a la possibilité de prendre un grand temps d'avance. Et puis après, il y aura d'autres sujets, mais il faut ce jeu de jambes, il faut garder cette avance, c'est fondamental. Alors, merci beaucoup Céline. Je vois que l'heure file. Je voulais, Sarah, qu'on garde les questions qui sont vraiment liées à la carrière pour la fin. Peut-être une ou deux questions qui te paraissent intéressantes de traiter, qui pointaient dans d'autres directions. Donc, comment est-ce qu'on peut rebondir? Comment est-ce qu'on peut se former? On va le prendre juste après. Est-ce que je peux vous poser comme question une personne a posé la question suivante, et je pense que peut-être plusieurs d'entre vous pourront apporter un élément de réponse. C'est comment faire, j'imagine dans le cas où, pour les marketeurs en particulier, pour s'impliquer plus dans une démarche RSE quand les entreprises sont encore réticentes. Levier d'action. C'est pour Olivier. Je veux bien répondre, mais je ne sais pas, peut-être Hélène qui voit une perspective intéressante parce que, entre guillemets, chez Unilever, moi j'ai évolué plus dans un contexte où la tendance était en train de changer, c'est-à-dire que les gens écoutaient ou avaient déjà commencé à écouter. Et peut-être que Hélène, ta perspective est plus intéressante puisque tu as été dans une industrie peut-être plus hardcore. Ouais, ok, je pourrais compléter, vas-y. Oui, alors rapidement, effectivement, moi je crois beaucoup que quand on croit vraiment à quelque chose, on peut tenter de passer un petit peu en force, mais je crois beaucoup aux petits pas, parce que en fait, quand on peut travailler un projet qui nous tient à cœur et essayer d'arriver à quelque chose qui est un petit peu ficelé et petit à petit avancer sur ces sujets-là. Mais effectivement, comme disait Caroline, ça demande pas mal de ténacité, faut pousser un peu certains sujets et essayer de bien les expliquer pour les faire adopter. En tout cas, moi je trouve que c'est pas toujours évident, mais la capacité qu'un marketeur, plus qu'une autre fonction, aurait d'isoler un peu son projet pour avoir le droit d'avoir un projet un peu à côté de la règle et qui réussirait à en faire une success story, a vraiment la capacité ensuite à être regardé par les autres marketeurs qui vont le copier. Donc voilà, c'est plus facile d'avoir un projet qu'on va teinter de RSE, enfin pas teinter justement, on va être plus exigeant que si on est ingénieur dans les process industriels et qu'on veut changer la manière dont les produits sont fabriqués. Donc ça c'est une chance. Et moi, j'aurais envie de dire que l'alliance entre la RSE et le marketing peut être utile. Pourquoi? Parce que le marketeur, il a le benchmark, il a les rotations des produits.
quand Céline disait tout à l'heure, on ne regardait pas l'arbre vert, la première chose à faire, c'est de faire ressortir dans les panels l'équivalent de l'arbre vert aujourd'hui pour vous. C'est-à-dire de montrer que ça bouge. Et un patron de marketing, il n'a pas envie de louper le coche et de passer à côté du marché. Donc ça, c'est important, tout ce qui est lié aux attentes des consommateurs, mais le concurrent est vraiment intéressant. Et puis parfois, la RSE peut venir à votre secours parce que quand on rentre avec l'angle RSE, on peut parler aux dirigeants de l'entreprise avec un truc qui les ennuie beaucoup, c'est les risques. On va d'abord leur faire peur et leur expliquer qu'est-ce qui pourrait leur arriver s'ils ne tenaient pas compte de ces enjeux. Et en fait, le fait que le marketing vienne en complément de ça est extrêmement positif parce qu'une fois qu'ils ont pris conscience de ces risques, la vraie question, c'est de dire, donc on va devoir faire des efforts, dépenser de l'argent, des moyens, mais est-ce qu'il y a de l'opportunité? Et là, le marketing responsable vient réconcilier l'entreprise ou le business avec la RSE. Donc, à un moment donné, si vous avez des gens qui travaillent sur les sujets RSE dans votre organisation, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux. Il y a peut-être des choses qui peuvent être débloquées par rapport à ça. Alors, ce que je vous propose, il y avait un certain nombre de questions sur la formation. Et puis aussi, quelqu'un avait dit c'est difficile quand on vient du marketing de rentrer dans la RSE. Je crois que j'avais noté ça. Voilà, peut-être vous laisser les autres. Alors, Hélène, on a eu beaucoup de questions là qui pointaient vers toi sur comment tu avais essayé de monter en compétences. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et puis, on complétera avec Alexandra avec une initiative qu'on voulait partager avec vous. Alors moi déjà tout simplement en suivant plein de MOOC, il y a plein de choses qui sont disponibles pour aussi pour balayer différents sujets. Je pense à un qui m'avait pas mal marqué, c'était devenir entrepreneur du changement de Ticket for Change qui m'a donné pas mal de perspectives. Et après en termes de formation, moi j'ai fait aussi une formation à Cambridge. L'idée c'était de bien comprendre en fait la transformation de l'entreprise durable et donc de pouvoir travailler sur les différents sujets. Donc c'était un peu plus large. Et là aussi, je fais la masterclass 21 de Centrale Supélec que d'autres ont fait aussi. Et voilà, c'est vraiment plus pour une approche plus globale. Après, ça ne traite pas forcément de sujets plus marketing sur lesquels il y a besoin de rentrer un peu plus en profondeur sur les techniques, par exemple. Pour compléter, ce que vous devez vraiment regarder quand vous choisissez une formation, alors déjà, il y a les formats longs, où ça peut être intéressant, comme Dauphine, je vois que ça a été mentionné par là. Il y a l'ICIGE aussi, il y a Léonard de Vinci. Mais là, ça demande beaucoup d'efforts. Elles sont très intéressantes. Il faut juste savoir que vous en avez pour au moins une année scolaire et pas mal de travail à côté. Après, il y a des formations plus courtes qui sont aussi intéressantes. Donc, il y a les masterclass 21 que tu as fait. Cambridge, donc ça, c'est un module, c'est en 8 semaines, je crois. C'est complètement en anglais et ça donne une ouverture internationale intéressante. En tout cas, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est à la fois le contenu qui est important, mais aussi si ça va vous mettre en contact avec des professionnels ou avec des pairs qui se forment sur le sujet. Parce que le côté réseau reste vraiment clé sur le sujet. Il y a aujourd'hui peu de formations dédiées vraiment au marketing durable et après, je laisserai Olivier dire un mot dessus. Si vous-même, vous venez du marketing, c'est pas trop grave. Enfin, ce serait mieux, mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à y pallier. Et en fait, alors évidemment, il existe ces formations et au niveau de la DTEM, on s'est un peu interrogé parce qu'on s'est rendu compte que si on ne voulait pas retourner vers la formation initiale, il pouvait y avoir des formations vraiment RSE, tu en as parlé Hélène, mais finalement, on était assez pauvre dans les propositions de valeur qui étaient faites. Et donc là, je proposais à Alexandra de dire quelques mots sur l'initiative. Donc en fait, la DTEM, qui, pour ceux qui connaissent l'organisation et surtout pour ceux qui la connaissent moins, a réfléchi à sa propre raison d'être et a considéré que le marketing responsable, ça devait devenir quelque chose de complètement intégré à son ADN. Donc, on est en pleine ébullition au sein de la DTEM par rapport à ça. Et donc, vous dire quelques mots sur cette formation. Alors, pour l'instant, nom de code, le marketeur du 21e siècle. Je vais laisser Alexandra en dire quelques mots. En tout cas, l'idée, c'était d'offrir à ceux d'entre vous qui sont dans les fonctions marketing et qui veulent se former à ça dans un temps relativement concentré, un certain nombre d'avantages, y compris la notion de réseau
dont Caroline parlait à l'instant. Alexandra, je te laisse peut-être donner quelques éléments. Donc, pour information, le lancement officiel n'est pas encore fait, donc vous avez la primeur de l'information sur ce lancement. Oui, alors en quelques mots, parce que je vois que l'heure tourne, et en quelques mots, en trois chiffres, donc 3 partenaires, 3 jours, 4 objectifs. 3 partenaires, donc la DTEM, la chaire Positive Business de Paris-Nanterre, et puis la société dans laquelle je travaille, qui est Des Enjeux et des Hommes, cabinet de conseil en stratégie RSE et accompagnement au changement. Là, l'objectif, donc ça va être dans un format court, d'aborder des grands concepts et d'essayer de mettre en œuvre, de commencer déjà à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc, le format court, c'est un format qu'on a décidé de scinder en deux. Donc, 2,5 jours, 2 jours et demi de formation. On va essayer de voir un maximum d'éléments que je vais vous présenter. Et puis après, une demi-journée, retour d'expérience, un mois plus tard. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que souvent, dans les formations, on ingurgite beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Et après, la question, c'est que quand on essaie de mettre en œuvre, parfois, on se retrouve, il y a des freins, il y a des blocages. Et là, l'idée, c'est vraiment au bout d'un mois de pouvoir lever ces freins, lever ces éventuels blocages et potentiellement voilà, repartir avec des clés. Alors, les objectifs, c'est vraiment déjà prendre conscience de ce nouveau rôle du marketing, mais aussi et surtout d'identifier ces enjeux clés. On en avait parlé, ces enjeux matériels dans l'entreprise et que vous allez adapter à votre marque, qui seront des leviers de création de valeur, de la valeur partagée et d'innovation en vous appuyant sur la RSE. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de maîtriser des outils et des méthodes pour vous permettre d'abord au niveau stratégique de définir votre stratégie marketing et puis ensuite de vous donner des clés pour optimiser le mix vers plus de durabilité et puis aussi quelques clés pour vous aider à devenir acteur de la transformation en interne. Ça répond aussi un peu à des questions que vous aviez sur comment est-ce que je fais si tout le monde n'est pas convaincu dans mon entreprise, comment est-ce que je fais pour aller essaimer, comment est-ce que je fais pour faire une stratégie des alliés, pour trouver les personnes qui vont pouvoir m'aider à être acteur du changement et à créer une énergie positive vers un marketing plus responsable. Alors, les apports de cette formation, ce qu'on essaie de faire, c'est bien sûr d'avoir des apports théoriques, c'est indispensable, mais aussi et surtout d'être vraiment orienté sur la pratique avec des apports d'experts, notamment un intervenant qui vient vous expliquer un peu plus en détail, même aussi un peu dans la technique, ce que c'est que l'éco-conception. Vous apporte aussi une boîte à outils méthodologique pour vous apprendre à travailler sur l'intégration des enjeux matériels dans la stratégie, optimiser le mix, travailler sur la communication. On va travailler sur plein d'exercices pratiques avec des exercices de cas. On va travailler aussi sur les problématiques réelles des stagiaires, faire des learning expéditions. Et puis aussi des échanges, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, échanger avec des personnes qui sont en poste aujourd'hui et qui sont acteurs du changement, c'est aussi une source d'inspiration extrêmement grande. C'est extrêmement riche. Et comme le disait Caroline et comme l'avait souligné aussi Olivier, c'est vrai que intégrer une communauté, se sentir moins seul et avoir l'impression qu'on est dans un groupe qui est acteur et ça donne une super énergie. Donc là, l'objectif des alumni, ça va être de constituer un réseau social à la fois d'entraide, de partage, de bonnes pratiques pour tout au long de votre vie de marketeur avoir eu des clés pour vous aider à répondre à vos questions, à lever les freins au fur et à mesure de votre pratique. Et puis, last but not least, pour les adhérents à des thèmes, il y a un tarif préférentiel qui est proposé pour cette formation. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, en fait, cette formation, elle sera mise en avant par l'ADTEM à partir de janvier 2021. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle en avant-première. Alors, on va très rapidement, merci, on est plus de 90% des personnes qui étaient au début à être encore ensemble, bien qu'on ait un peu dépassé le timing. Je vais aller très vite sur la fin. 3 choses à vous dire, Corentin.
Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est… non, tu dois avoir un slide normalement, sauf si… la prochaine réunion du Club Marketing Responsable n'est pas une réunion, mais une double réunion. On a décidé de travailler sur les data et l'intelligence artificielle responsable. Donc voilà, si ça vous intéresse, rapprochez-vous de l'ADTEM ou de l'EDEC Alumni en fonction de votre circuit premier pour pouvoir vous inscrire à ces événements. La deuxième chose qu'on voulait faire, c'est vous dire que si ces sujets vous intéressent, faire partie d'une communauté, ça peut tout simplement rejoindre le cercle des gens qui organisent ce type de soirée. S'il y a un sujet qui vous passionne, venez à notre rencontre et on en discutera. Et si ça fait sens, on vous a mis quelques exemples. On va travailler sur le Made in France, sur les médias responsables, sur l'économie circulaire en tant que modèle économique, sur le textile responsable, mais on attend ton idée. Donc, si tu en as une, viens nous la vendre et on verra comment on peut la mettre ensemble. C'est comme ça qu'on a animé ce club depuis des années et c'est aussi ça qui maintient notre énergie et vous avez vu qu'on en a beaucoup au plus haut niveau. Donc, si parfois vous êtes un peu déçus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bientôt, on aura le droit de se revoir en physique et peut-être de se faire des bisous. Et donc, ce sera encore plus génial parce que là, il n'y a que ceux qui sont là physiquement qui pourront boire un coup après l'événement. Voilà, je vous remercie tous de votre attention. Si vous avez trouvé ça génial, parlez-en autour de vous et surtout, faites chacun à votre manière avancer le marketing responsable. Merci, bonne soirée, à bientôt.